Donc, on continue maintenant en parlant de Hyperledger, plus particulièrement Hyperledger Fabric. Donc, Hyperledger, c'est un système qui est vraiment conçu pour l'utilisation des blockchains en entreprise pour des cas d'affaires. D'accord? Donc, les caractéristiques sont vraiment différentes là, de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, c'est un système avec permission. Donc, ça veut dire que euh, les machines qui participent au système, là, que ce soit euh, des clients ou que ce soit des serveurs, là, des full nodes, doivent avoir là, la permission de se connecter au réseau. Okay? Évidemment, là, c'est possible de configurer Hyperledger pour que, par exemple, il n'y a pas de permission nécessaire pour un client, par exemple. Mais normalement, ce qui se passe, c'est que pour les full nodes, au moins, ça c'est contrôlé, c'est privé, et les machines sont maintenues par des compagnies dans un consortium. Donc, les joueurs importants qui sont derrière le développement de Hyperledger ou de l'alliance de Hyperledger s'appelle le Hyperledger Consortium, donc consiste en IBM principalement, là, c'est vraiment le joueur le plus important, mais aussi des compagnies comme NEC, Intel, SAP, JP Morgan ont chacun leur, soit contribué à des systèmes ou ont développé leur propre système Hyperledger, parce qu'on va voir que Hyperledger c'est essentiellement là, une famille là, de projets. Okay? Et donc, c'est pas juste un système comme Hyperledger Fabric, qui est le plus important, mais il y a d'autres systèmes comme, par exemple, Sawtooth, Iora, puis des choses comme ça. Et donc, l'éventail là, de tous les projets de Hyperledger, il consiste présentement, il y a 6 frameworks, donc 6 systèmes différents, et 8 outils qui sont complémentaires, là, qui peuvent être utilisés pour interagir avec ces frameworks. Et les projets sont plus ou moins liés, là, dans le sens que c'est des systèmes indépendants qui sont développés de façon indépendante, souvent par des joueurs différents, des compagnies différentes. Mais l'idée, c'est que tous ces projets sont conçus pour une utilisation en entreprise pour des cas d'affaires. Donc c'est pas donc qu'est-ce que je veux dire, c'est vraiment pas c'est pas la même chose là, que Bitcoin pour les crypto-monnaies, des choses comme ça. On est vraiment dans les applications là, qu'on appelle 3.0 là, donc application 3.0, si vous vous souvenez, c'est les applications à grande envergure, de grande échelle pour des industries au complet. Ok, ça prend des systèmes dédiés, spécialisés pour donc supporter ces applications là. Donc c'est ça qu'on a ici. Ok, donc c'est ça qu'on a comme objectif pour Hyperledger, une plateforme blockchain adaptée pour les cas d'utilisation en entreprise. Ok, donc qui sont nos acteurs principaux dans des cas d'affaires en entreprise? Bon, c'est évidemment des compagnies, mais il y a aussi le gouvernement et les clients sont souvent là, dans le sens là, des customers. Ok, donc les clients des affaires de l'entreprise. Donc là, ce que vous pouvez poser peut-être, c'est dans un contexte industriel, est-ce que Bitcoin et Ethereum sont bien adaptés pour ça? Okay? Donc, euh, en tenant compte du fait que ce sont des systèmes qui sont vraiment qui mettent l'emphase sur la décentralisation, qui sont publics, qui fonctionnent à base de récompenses, d'incitatifs et qui ont donc on va dire là, une performance assez limitée là, dans les 10 à 30 transactions par seconde. Est-ce que ça, c'est adapté pour le contexte industriel? Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Qu'est-ce qui pourrait être changé? Donc, une chose que je veux vraiment porter l'attention qui est important pour les cas industriels, c'est la séparation des préoccupations. Okay? Donc, moi, j'observe ou je prétends là, que c'est vraiment très important de séparer les préoccupations pour utiliser la blockchain dans des cas industriels, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment clair quelles sont les responsabilités là, de chaque compagnie, chaque participant, là, donc acteur qui est impliqué dans la blockchain. Donc, tout d'abord, il faut savoir là, comment décomposer les responsabilités de la blockchain. Donc, pour ça, on peut se référer à l'anatomie générale du consensus. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a parlé là, au tout début. Donc, c'est quoi l'anatomie générale du consensus? Proposition de bloc, sélection de la valeur décidée, donc sélection du bloc,
et annonce des résultats. Donc dans Bitcoin, on avait le Proof of Work pour proposer les blocs. On avait la sélection de la chaîne la plus longue pour sélectionner la valeur décidée. Et finalement, on a l'annonce des résultats qui est que c'est l'attente de confirmation, les blocs qui s'accumulent et en ayant un certain nombre de confirmations, par exemple 6 confirmations, une transaction de Bitcoin devient confirmée et finalisée de façon avec haute probabilité. Donc ça, c'est comme ça que Bitcoin fonctionne. Donc on voit qu'on a différentes responsabilités. Et si on voulait diviser ça encore plus loin, là, proposition de blocs, essentiellement, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment parlé explicitement, mais ça implique aussi la responsabilité de décider quel est le contenu du bloc et de décider quel est l'ordre des transactions dans le bloc. D'accord? Donc, ça, c'est une... Donc, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment pensé, mais dans Bitcoin, vous pouvez imaginer là, que le mineur qui... Ok, donc ce que je disais, c'est que dans Bitcoin, la personne qui décide le contenu du bloc, c'est aussi la même personne qui exécute les scripts, ok? Et qui détermine là, que les transactions sont valides ou non, et donc peut essentiellement exécuter les scripts, savoir c'est quoi le résultat des opérations, des transactions, avant de les rentrer là, avant de décider quelle transaction fait partie de quel bloc. Dans Fabric, on voit que c'est différent. C'est-à-dire que le pouvoir de déterminer l'ordre des transactions et quelles transactions rentrent dans un bloc est séparé du pouvoir d'exécuter les transactions. C'est-à-dire soit exécuter les smart contracts ou exécuter le script de Bitcoin. Okay? Donc, c'est deux aspects séparés. Et donc, les mineurs qui ont le pouvoir de exécuter les contrats puis les scripts ne sont pas les mêmes que les mineurs qui ont le droit de décider quel est le contenu des blocs. Donc, il y a vraiment une séparation entre ces deux aspects-là. Il y a un découplage. Et ça, c'est vraiment un concept là, puissant en termes là, de... pour les cas industriels où on veut vraiment que les responsabilités de chaque partie est vraiment claire et on veut avoir le contrôle sur exactement quelle responsabilité va être supportée par quel mineur qui appartient à quel serveur qui appartient à quelle compagnie. D'accord? Donc on va voir ça un peu plus en détail. Donc la solution de Hyperledger Fabric, donc à partir de maintenant on va parler spécifiquement de Fabric, c'est le concept du business network. Okay? Donc quand on veut monter un réseau blockchain de Hyperledger Fabric, la terminologie qu'on utilise c'est monter un réseau d'affaires. Okay? Et dans notre réseau d'affaires, on va avoir tout d'abord identifier plusieurs canaux. Okay? Et chaque canal ou channel, c'est un blockchain indépendant avec ses propres données. Donc, essentiellement, dans notre réseau d'affaires, on pourrait définir que, par exemple, il y a 5 ou 6 ou 7 registres distribués et que pour chaque canal, telle et telle compagnie doivent participer, telle ou telle compagnie doit participer. Donc, c'est plus flexible là, que Bitcoin où c'est juste un blockchain ou même chose dans Ethereum, un blockchain commun pour toutes les applications, pour toutes les compagnies, pour toutes les utilisations. Ici, on a le droit de définir des canaux séparés. Ça donne aussi un petit peu le concept d'isolation, puis être capable de contrôler qui possède une copie de quel blockchain. Bon, par la suite, il y a toutes sortes de rôles qui sont identifiés dans Fabric, okay? Et ces rôles-là sont attribués à des machines différentes, à des compagnies différentes ou à des serveurs différents, alors que dans Bitcoin et Ethereum, c'est tout mêlé ensemble essentiellement. Okay? Donc on va voir autorité de certificat, membership service provider, donc ça c'est des choses qui gèrent la permission, donc on va voir ça dans la prochaine slide. Par la suite, on a les endorsing peers, donc les endorsing peers, c'est eux qui ont le droit de exécuter les transactions, ok? Donc la responsabilité de déterminer c'est quoi l'effet, donc le résultat net d'exécuter une transaction, ça c'est la responsabilité d'un endorsing peer. Et après ça, les ordering service, leur responsabilité c'est de déterminer
quel est le contenu de chaque bloc et quelles sont les transactions dans les blocs. Okay? Et c'est aussi eux qui, essentiellement, ils jouent deux rôles. Ils jouent le rôle de proposition de bloc et aussi là, de décider la sélection de la valeur décidée. Parce que, essentiellement, on voit que dans Fabric, il ne peut jamais avoir de forking. Okay? Il ne peut pas avoir des blocs valides concurrents pour le même identifiant. Okay? Parce que le ordering service, essentiellement, c'est eux qui décident le bloc gagnant et son contenu en plus. Et finalement, les committing peers, donc eux, c'est eux qui maintiennent l'état de la chaîne. Okay? Donc c'est eux qui vont appliquer les résultats des transactions, donc selon ce qui a été exécuté par les endorsing peers. Donc les endorsing peers déterminent c'est quoi le résultat des transactions. Le ordering service détermine quel est l'ordre, le contenu de chaque bloc. Les committing peers reçoivent les blocs, okay, et ne exécutent pas les transactions. C'est ça qui est vraiment spécial. C'est que les committing peers, au moment où ça s'est acheminé aux committing peers, ils n'ont plus besoin d'exécuter des transactions, d'exécuter des contrats intelligents. En réalité, ils n'ont même pas besoin d'avoir connaissance de ces contrats intelligents-là parce que le résultat des transactions a déjà été calculé par les endorsing peers. Donc, du point de vue des committing peers, c'est juste d'appliquer ces résultats-là sur l'état actuel de la chaîne. Okay? Donc, vraiment un découplage ici là, très granulaire là, des responsabilités que précédemment, ces trois responsabilités-là sont mêlées ensemble pour les full nodes de Ethereum puis les full nodes de Bitcoin qui vont faire toutes les choses ici. Là, vont proposer des blocs, vont exécuter les transactions, puis vont maintenir l'état de la chaîne. Ici, on peut vraiment séparer ça puis déterminer quelle compagnie fait quoi. Okay? Puis les utilisateurs, bon, ça c'est la même chose que dans Bitcoin et Ethereum, c'est des porte-monnaies, essentiellement des portefeuilles ou des applications là, qui envoient des transactions. Et le propriétaire de l'application ici, c'est donc le développeur. Et donc, parce qu'on a tous ces rôles-là et on a des canaux et tout ça, au moment où on crée notre réseau d'affaires, il faut avoir une entente entre les compagnies. Et dans cette entente-là, ça va être défini qui maintient les données, donc qui maintient les committing peers, qui a le droit de développer les contrats intelligents, qui a le droit d'approuver les transactions, donc c'est-à-dire avoir un endorsing peer, qui a le droit de maintenir le service d'ordonnement, etc., qui a les autorités de certificat, qui a les membership service providers. Donc, avant même que le réseau soit en vie, soit déployé, il faut avoir une entente en place là, entre les partenaires du réseau. Et donc, c'est quoi l'avantage de faire ça? Ben, c'est qu'une fois qu'on a une entente comme ça, on n'a plus besoin de modèle d'incitatif. Donc, Hyperledger Fabric n'a pas de concept là, de récompense pour valider les transactions, pas de concept là, d'incitatif pour les blocs, parce que ces responsabilités-là ont déjà été attribuées à des machines. Donc, c'est leur responsabilité. Puis, il y a une entente qui promettent de faire ça. Donc, on n'a pas besoin de les motiver davantage pour faire leur travail, essentiellement. Parce que l'entente doit être respectée, évidemment. Sinon, il y a une faille de brisure de contrat. Puis, à ce moment-là, c'est clair là, c'est la faute de qui là, à ce moment-là. Okay? Donc, on n'a pas besoin d'incitatif pour ça. Juste une entente qui explique clairement qu'est-ce qui va se passer. Le désavantage, évidemment, c'est que avant même de pouvoir déployer son contrat, parce que dans Ethereum, j'ai juste besoin de me connecter sur le main network, puis je peux déployer mon contrat, puis les gens peuvent commencer à l'utiliser. Ben ici, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut qu'on monte le réseau, on définit tous les paramètres et on signe une entente entre les compagnies. Donc si on ne s'entend jamais sur les paramètres, on négocie tout ça, ben notre réseau va retarder. Donc, le premier aspect, c'est vraiment le contrôle d'accès. Donc, c'est l'aspect primordial là, donc la différence primordiale avec Bitcoin et Ethereum qui est l'aspect permission. Okay? Donc comment est-ce qu'on contrôle les permissions dans Hyperledger Fabric? Donc ici je vous donne un scénario exemple. Là. Donc imaginons deux compagnies. Chaque compagnie possède deux serveurs, okay, deux paires qu'on appelle. Et là, chaque paire va avoir sa propre identité unique. Et pour obtenir cette identité-là, les pairs ont dû contacter donc un service spécial qui s'appelle le
Membership Service Provider, le MSP. Et chaque compagnie va avoir un MSP selon là, la police là, du canal. Okay? Donc ça c'est... Ici, dans cet exemple-là, on a un canal qui est un canal C, donc un blockchain essentiellement. Et pour ce blockchain-là, on y attache un CP, donc une police de canal qui définit là, qui sont les MSP pour chaque organisation. Et les organisations doivent, eux, essentiellement, c'est quoi l'idée des MSP? C'est de gérer les identités liées à ces paires-là, mais les identités sont fournies par une entité externe, donc ce qu'on appelle une autorité là, de certificat. Et donc les CA, ça c'est vraiment un concept là, classique là, sur Internet, tout ça. Là, donc gestion là, d'identité, de credentials, tout ça. Donc on peut imaginer que la compagnie a probablement déjà un CA qui gère l'identité pour tous ses employés, par exemple. Et donc on peut utiliser ça comme source d'information pour le MSP qui va ensuite là, être capable d'authentifier les différents pairs et leur attribuer leurs identités. Donc ça, ce concept-là, ça n'existe pas dans Bitcoin puis dans Ethereum parce que tout fonctionne à base de clés privées. Puis n'importe qui, tout le monde connaît la fonction de clé privée, donc tout le monde est capable de générer là, une identité valide puis de se connecter au réseau. Okay? Puis c'est tout. Alors qu'ici, on ne peut pas tout simplement là, générer sa clé privée. Il faut aller s'authentifier avec le MSP et le CA pour obtenir son identité. Ok, deuxième, donc là on va parler le détail technique, là, comment une transaction est traitée, donc c'est quoi le cycle de vie d'une transaction puis d'un bloc dans Fabric, puis on va voir comment c'est vraiment différent là, de Ethereum et Bitcoin. Donc le modèle de traitement s'appelle Execute Order Validate. Donc c'est-à-dire que les transactions sont d'abord exécutées, sont ensuite ordonnées, puis sont ensuite validées. Ça, c'est vraiment spécial parce que si on pense à Bitcoin et Ethereum, c'est pas nécessairement là, dans cet ordre-là qu'on pense les choses. Là. Normalement, ce qu'on fait dans Ethereum, c'est on va ordonner les transactions. Okay, donc, essentiellement, le full node va va choisir des transactions puis les mettre dans un bloc. Donc, va ordonner les transactions dans le bloc. Donc, on a un ordre de transactions. Va ensuite exécuter ces transactions-là un après l'autre. Et l'état de la chaîne finale, donc le world state qu'il obtient après avoir exécuté son bloc candidat, mais ça lui donne le hash qu'il va mettre là, dans le bloc, puis après ça, il va miner, là, puis trouver le proof of work. Et une fois que que le bloc est miné, que le proof of work a été trouvé, ben là, après ça, il va partager son bloc aux autres. Et là, c'est la responsabilité des autres pairs de valider le bloc et de s'assurer que c'est correct. Donc, dans Ethereum, on pourrait imaginer que l'ordre, c'est plus Order, Execute, Validate, OEV. Alors qu'ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on exécute en premier, après ça, on décide l'ordre, puis après ça, on valide. Donc, comment ça fonctionne? Le client ici, donc, veut soumettre une transaction. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter les endorsing peers. Okay? Donc, ça va être identifier qui sont les endorsing peers, puis ça va être aussi identifier combien de pairs sont nécessaires à contacter par le client. Okay? Combien ou qui sont nécessaires. Donc, on va voir qu'il y a un concept là, de police d'endorsement qui permet au client de déterminer, OK, j'ai besoin là, de la majorité de tel ensemble de pairs, par exemple, pour valider la transaction, accepter la transaction. Donc, comment ça fonctionne? Le client va ensuite contacter les différents pairs qui sont identifiés dans la police d'endorsement, obtenir un read-write set et une approbation. Donc, c'est une signature signée avec la clé privée de la paire et ça va contenir le résultat de l'exécution de la transaction sur l'état actuel. Donc, on appelle ça un read-write set. On va voir un peu plus tard c'est quoi un read-write set. Donc, le client va collecter ça des différents endorsing peers. Par la suite, va envoyer le tout au ordering service. Le ordering service, donc, c'est une grosse file d'attente. Donc, met en attente là, toutes les transactions qui sont reçues. Donc, imaginez qu'il y a plein de clients ici qui peuvent simultanément là, collecter
des endorsements là, pour leurs transactions, puis les envoyer en parallèle au ordering service. Donc, il peut se remplir de cette façon. Et là, le ordering service va déterminer, donc selon des paramètres, là, quel est le prochain bloc. Et donc, va produire un bloc qui contient des transactions qui sont endorsées à l'intérieur. Et finalement, le bloc est envoyé aux committing peers ici. Et les committing peers, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent le bloc, ils regardent les transactions dans le bloc et les appliquent sur l'état de la chaîne. Donc, c'est la même chose que dans Ethereum. Là, on a un état de la chaîne. Bon, dans Fabric, c'est pas un Patricia Merkle Tree. C'est plutôt une base de données là, standard, là, un Key Value Store, donc quelque chose comme la base de données qui est utilisée spécifiquement, c'est CouchDB. Donc, c'est une base de données et ce qui est intéressant, c'est que les committing peers n'ont pas besoin d'exécuter de contrat à ce moment-là. Donc, parce que dans les blocs, pour chaque transaction, c'est écrit c'est quoi le read-write-set. Donc, les committing peers n'ont pas besoin d'exécuter la transaction, a juste besoin d'appliquer les écritures du read-write-set dans la base de données. Okay? Et ça va nous donner l'état prochain. Bon, ok. En plus de ça, les committing peers, avant d'appliquer le read-write-set, doivent faire de la validation. Okay? Donc, la validation que les committing peers font, c'est tout d'abord déterminer que la police d'endorsement est respectée, donc que chacune des transactions ont vraiment toutes les signatures nécessaires et que les signatures sont valides. Donc, ça, c'est un processus qui s'appelle VSCC. Et par la suite, il va faire un processus qui s'appelle MVCC, qui est de s'assurer que l'état de la chaîne est encore le même que l'état qui a été lu par la transaction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va expliquer un peu tout à l'heure. Mais si l'état des écritures a changé, ben à ce moment-là, la transaction va être annulée au lieu d'être appliquée. Mais si les lectures sont encore valides, les écritures sont ensuite appliquées. Donc on va parler un peu de ce problème-là qui s'appelle le problème MVCC un peu plus tard dans cette vidéo. Ok, donc en plus de détails ici, donc la première phase qui est la phase d'approbation, donc le execute phase. Donc ici c'est A1, c'est notre client qui soumet des transactions. Donc va soumettre ici veut donc soumettre une transaction T1. Donc et là, par exemple, imaginons que dans cet exemple ici, la police d'endorsement dit que il a besoin, par exemple, imaginons que c'est 2 organisations seulement, donc il a besoin un endorsement de l'organisation 1 de l'organisation 2. Okay? Donc, AND, org 1, org 2, mais ça peut être ça c'est flexible, la police d'endorsement, ça peut être 3 organisations, ça peut être 1 sur 2, un qui est important, puis ou 2 autres pour la majorité. Donc ça, c'est quelque chose qui est flexible. Bon, imaginons pour l'instant que c'est AND org 1 puis org 2. Okay? Donc A1 va envoyer sa requête à chacun des 2 organisations. Imaginons que les 2 paires sont des organisations différentes. Là, les 2 paires ici, on va imaginer que ce sont des validating peers. Donc, vont avoir une copie du chain code ici. Donc, dans Hyperledger, la terminologie qu'ils utilisent pour les contrats intelligents, c'est chain code. Okay? Donc, chain code et smart contract, c'est la même chose. Donc, va obtenir la proposition, va exécuter le contrat intelligent sur l'état de la chaîne présente, donc au bloc présent. Et en exécutant ce code-là, va capturer quelles sont les lectures de données qui ont été faites, donc quelle clé j'ai dû lire durant cette exécution-là et quelle clé j'ai dû écrire durant cette exécution-là. Okay? Donc ça, c'est le read-write-set. Et va ensuite donner une signature, donc va signer ce résultat-là, ce read-write-set, avec sa clé privée et renvoyer ça à A1. Même chose pour P2. Donc là, A1 va avoir reçu 2 endorsements pour sa transaction. Imaginons que ça satisfait la police. L'endorsement va ensuite envoyer au service de ordonnement ici. Ok, puis après, on va passer à la prochaine phase. Donc là, qu'est-ce qui se passe s'il y a des réponses différentes? Mais là, ce qui va se passer essentiellement quand il y a des réponses différentes, c'est que la transaction va être refusée.
Okay? Donc, il faut que toutes les read-write sets, il faut que sont pareils. Il faut que tous les pairs sont d'accord que le read-write set est correct. Okay? Donc, quand on regarde la police d'endorsement, si par exemple la police d'endorsement dit que c'est soit de 1, soit de 2, ben là, à ce moment-là, évidemment, si j'obtiens des réponses différentes, c'est pas grave, parce que j'ai juste besoin de présenter 1 sur 2. Okay? Mais si, par exemple, j'ai besoin que ce soit un choix unanime, ben là, il faut que tous les endorsements soient pareils. Et si je ne suis pas capable d'obtenir des endorsements pareils, ben là, je dois réessayer puis réenvoyer jusqu'à que je reçois tout le temps, la même chose partout. Donc, c'est un peu le pouvoir là, des validating peers. C'est eux qui décident c'est quoi le résultat d'une exécution. Okay? Donc, c'est eux, s'ils sont compromis, s'ils sont malicieux, ben, peut-être qu'ils exécutent pas le bon chain code ou le cheat code de la mauvaise façon. Ça se peut qu'il génère un read-write set qui est pas correct, et ça peut faire couler la transaction. Ok, deuxième phase, c'est ordering service. Donc ça, il va y avoir un service d'ordonnement, et là, dépendamment de la configuration du système, ça pourrait être là, une machine, ça pourrait être donc ça serait un système solo, ça pourrait être un système distribué qui roule un protocole de consensus. Donc là, on a deux choix, on a Raft et Kafka pour faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Fabric, ce système d'ordering n'est pas byzantin, n'est pas tolérant aux fautes byzantines. C'est seulement tolérant au crash. Okay? Donc, si ces machines-là, ces ordering services sont compromis, ben là, ça peut compromettre là, le processus là, d'ordonnement. Est-ce que c'est un problème ou non? Okay? Donc ça, c'est une bonne question. Et la raison pourquoi Fabric pense que c'est acceptable là, de ne pas faire cette partie byzantine, c'est que le pouvoir du ordering service est limité. D'accord? Le pouvoir du service d'ordonnement, c'est seulement décider quel bloc, quelles transactions sont dans un bloc, mais il ne peut pas décider quel est le résultat de chaque transaction. Parce que le résultat de chaque transaction, ça a été signé par les validating peers. D'accord? Donc, la seule chose qu'un ordering service peut faire, essentiellement, c'est manipuler l'ordre à son avantage, ou tout simplement là, de jamais inclure une transaction dans un... Donc, peut dénier la disponibilité là, du service à une certaine transaction en faisant de la censure, essentiellement. Donc, en incluant jamais une transaction dans un bloc. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient là, de ne pas être byzantin, mais ça augmente là, beaucoup la performance de ce système-là pour pas que ce soit un goulot d'étranglement. OK? Mais évidemment, il y a du travail en cours là, qui essaie là, d'améliorer ce service-là pour que ce soit aussi byzantin, là, tolérant aux fautes byzantines. OK? Donc, le ordering service reçoit des transactions de différents clients. Chacun contient là, plusieurs endorsements. Le ordering service ne va pas regarder les endorsements, c'est pas important pour l'ordering service. Son seul but, c'est de décider quelle transaction va figurer dans quel bloc. Donc, essentiellement, on va les mettre dans des blocs dans un certain ordre. Donc, la façon la plus simple d'implémenter un ordering service, c'est juste une file d'attente. Donc, un first in, first out. Et quand c'est le temps de créer un bloc, tu prends les premières transactions dans la file d'attente, tu les mets dans le bloc. Et après ça, c'est ça qui est le plus simple là, à implémenter. Okay? Puis c'est quelque chose comme Kafka, c'est un peu comme ça. Là. Okay? Et la troisième phase, c'est la phase de réplication. Donc là, ce qui se passe, c'est le ordering service a envoyé un bloc complet, et les paires qui sont committing vont recevoir ce bloc-là. À ce moment-là, vous voyez là, qu'ils n'ont plus besoin du chain code, du smart contract pour faire cette responsabilité-là. Toute l'information qu'ils ont besoin est déjà inclue dans le bloc. Donc, pas besoin de connaissance du chain code pour faire ça. Et là, ce qu'ils vont faire, ils vont regarder l'ordre des transactions dans le bloc. Donc, si c'est T1, T2, T3, T4, T5, T6. T1, T2, T3, T4, T6, T5. Donc, ça, c'est l'ordre qui a été décidé par le ordering service. Donc, P1 va exécuter ses transactions dans cet ordre-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ses étapes de validation. Donc, tout d'abord, vérifier que l'endorsement policy est respecté, donc ce que j'ai dit, le VSCC. Ensuite, vérifier que le read set est toujours valide, c'est-à-dire que l'état de la chaîne est encore valide pour les écritures qui sont nécessaires pour cette
transaction-là. Donc, on va voir pourquoi ça pourrait ne pas être valide et ensuite appliquer son write set. Okay? Donc, le chain code n'est pas nécessaire pour cette situation-là. Et à ce moment-là, l'état de la chaîne a été mis à jour. Et là, les choses continuent. Donc, évidemment, normalement, les peers qui sont validating sont aussi committing. Parce que les peers qui sont validating doivent exécuter, doivent faire leur endorsement avec non seulement le contrat intelligent, mais aussi l'état actuel de la chaîne. Donc, pour avoir l'état actuel de la chaîne, il faut que je sois un committing peer pour pouvoir mettre à jour l'état jusqu'au dernier, à chaque fois qu'un nouveau bloc rentre. Donc, normalement, les peers qui sont validating sont aussi committing. Mais ce n'est pas tous les committing peers qui sont validating. Ok, donc c'est tout pour l'instant. Et pour la prochaine vidéo, on va parler du problème MVCC.